coup, naturellement, tous les yeux se tournent vers la racine, ou les fameux serveurs root. Après tout, ils sont au sommet de la hiérarchie, ça doit être le lieu ultime de tout le pouvoir d'internet, non? Eh ben, vous risquez d'être déçus. Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur le système de nom de domaine, ou DNS. Il y a la première partie, le lien est dans les fiches, dans la description, je vous conseille d'aller la voir. La racine, ou parfois appelée serveur root, c'est pareil, mais en anglais, on en parle de temps en temps dans la presse. Et le plus souvent, c'est pour raconter des conneries. Et en même temps, c'est normal. Dans nos sociétés actuelles, on a du mal à imaginer qu'un truc comme Internet, ça puisse fonctionner sans une tête pensante, sans un centre névralgique, où quelques élites décident de ce qu'il se passe. Il faut qu'il y ait un responsable quelque part, quoi. Comment on fait pour trouver quelqu'un à interviewer ou pour désigner un coupable à blâmer pour les vicissitudes de la toile, si on peut pas appeler Internet? Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Oui, je sais, c'est une erreur de la VF. Du coup, quand on trouve un truc qui s'appelle serveur root, on se dit que ça y est, on l'a trouvé ce centre d'internet. Enfin, c'est là qu'on peut appeler Internet et demander s'ils sont d'accord avec Wikileaks, pourquoi Rule 34, si Squeezie a raconté des conneries ou pas. Bon, on va se recentrer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. La racine, techniquement, c'est 13 adresses IP publiques. Un résolveur, quand il consulte la racine, choisit, selon ses réglages, une des 13 adresses IP. Et derrière chaque adresse se cachent des data centers entiers répartis dans le monde. Si vous prenez l'envie de préparer une attaque façon Fight Club, je sais pas moi, pour semer le chaos dans le monde en faisant péter les serveurs root, il vous faudra le faire simultanément sur 130 lieux dans plus de 56 pays. Bon courage. Cette répartition augmente la fiabilité du système et les temps de réponse. En gros, on se connecte aux machines les plus proches. Il y a de temps en temps des attaques contre les serveurs root, mais ça relève plus de la démonstration de force que d'autres choses. Si vous réussissez à faire plier rien que une des 13 adresses, on parle aussi d'instances, autant vous dire que votre réputation est assurée. Par contre, pour nous, internautes, ça se traduira au pire par un délai supplémentaire à peine perceptible la première fois qu'on se connecte à un site. Et encore, c'est même pas sûr. Dans tous les cas, depuis plus de 10 ans, il y a eu des attaques, mais le système est tellement solide qu'il a tout encaissé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les serveurs de la racine ne traitent pas un débit énorme. Le trafic d'internet ne passe pas par la racine, ça je pense que vous l'avez compris. La racine détient juste une liste officielle des adresses d'environ 600 serveurs qui s'occupent des noms de domaine de premier niveau. Donc finalement, comparé aux serveurs de YouTube ou de Netflix, c'est rien du tout. Par contre, il peut y avoir beaucoup de demandes à ces serveurs, donc ils doivent être rapides. La racine n'est que l'endroit où on donne les adresses des serveurs qui s'occupent des noms de domaine comme .fr ou .com. C'est la source officielle. S'il y a un changement, comme un nouveau nom de domaine, tant que c'est pas sur la racine, ça n'existe pas. Le truc qui a ajouté de l'aura autour de la racine, c'est la fameuse histoire de la cérémonie des clés. Disons que, de base, le DNS n'est pas vraiment sécurisé, et certains vilains hackers arrivent à créer des faux serveurs DNS qui se font passer pour un DNS faisant autorité. Concrètement, vous tapez google.fr et vous tombez sur google.fr, mais c'est bizarre, il ne ressemble pas à Google, et en plus, il vous propose d'agrandir votre pénis. Pour éviter ce genre de désagrément, on va dire, un système à base de signatures cryptographiques a été mis en place, qu'on nomme DNSSEC. SEC pour sécuriser. Oui, les informaticiens qui gèrent ça n'ont pas beaucoup d'imagination pour les noms. La fameuse cérémonie des clés fait partie de ce système de sécurité. En gros, tout est automatisé, il faut juste une intervention humaine au niveau de la racine pour générer des clés, puis le protocole DNSSEC fait le taf. Bien sûr, je simplifie à mort, parce qu'on a déjà parlé du concept de clés publiques privées et des certificats. Je vous laisse aller voir la vidéo de LSN sur le sujet qui explique plus en détail comment fonctionne DNSSEC et pourquoi il ne faut pas trop péter un slip quand on parle de la cérémonie des clés. Bref, la racine c'est un système sensible qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais c'est pas non plus le centre d'internet. Concrètement, si la racine tombe, ou si un méchant hacker terroriste reptilien se déguise pour se pointer à la cérémonie des clés, ça n'effacera pas les vidéos sur YouTube ou ne fera pas rebooter internet comme on l'entend des fois. En admettant que la racine plante pendant plusieurs jours, de manière à ce que tout le système DNS tombe en rade, ça fera des milliards de pertes pour les sites marchands, la presse, les moteurs de recherche, YouTube, etc. Donc la racine, c'est quelque chose d'important pour l'économie numérique. On comprend alors que dans un contexte de guerre économique, la racine attire quand même des convoitises. Elle a longtemps été gérée indirectement par les USA. Il aura fallu que ça gueule un bon coup au niveau international pour qu'il lâche en partie le morceau. Désormais, c'est un peu mieux, car les entités responsables des 13 instances ne sont pas toutes américaines. Mais on pourrait encore mieux faire, hein. Ok, donc pour la racine, c'est fait, mais il nous reste cependant quelques trucs à dire sur les noms de domaine de premier niveau. Déjà, les TLD sont attribués par un organisme, l'ICANN, qui est normalement indépendant. Là aussi, on retrouve de la politique. Certains pays ont mis plus de temps que d'autres à obtenir leur propre nom de domaine national, par exemple. Et ça, c'est juste une histoire de politique internationale, il n'y a pas de raison technique. Pour schématiser, on a deux types de noms de domaine de premier niveau. Les TLD de pays, comme le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, le .de pour l'Allemagne, etc. Et les TLD
dits génériques, comme .org, .com, .name ou autre. L'entité qui gère un nom de domaine de premier niveau s'appelle un registre. Ça peut être une entreprise, une association, l'État ou n'importe quoi d'autre. Un registre peut très bien sous-traiter à des organismes tiers la revente des noms de domaine. Par exemple, OVH peut vendre du .fr parce qu'il a l'autorisation de l'AFNIC. L'AFNIC, qui est une association qui dépend de la législation française. Donc si vous choisissez un nom de domaine de premier niveau, c'est aussi un choix stratégique du point de vue législatif. Si vous prenez le .com, le registre est la société Verisign, qui dépend indirectement de l'administration américaine, qui s'en occupait à l'origine. Le registre du .org est l'Internet Society, une association de droit américain, mais avec des membres venant de différents pays, etc., etc. Pour chaque TLD, vous avez une entité qui le gère et une législation à laquelle il est rattaché. C'est le registre qui s'occupe aussi de la technique, c'est-à-dire qu'il achète et qu'il entretient les serveurs DNS de sa zone, et qui fixe le prix et les conditions d'accès au nom de domaine. Bah oui, il faut bien payer les serveurs. Pour reprendre l'exemple de Wikipédia, le .muséum est attribué qu'après avoir vérifié que celui qui le demande est bien un musée. Kevin du 32.muséum, ça marche pas. Pour certains TLD de pays, il faut être dans ce pays pour y avoir accès. Mais d'autres s'en foutent complètement, comme le .io qui est le TLD du territoire britannique de l'océan Indien, et qui peut être utilisé par n'importe qui. Et il est aussi possible de créer son propre nom de domaine de premier niveau, comme le .Paris, ou le .Alsace, ou encore le .Apple. Alors, avant de vous taper un ego trip, et de vous créer un .Kevin du 32, sachez qu'il faut déposer un dossier auprès de l'ICANN. Et il faut payer aussi. Bon, c'est le truc qui coûte la vie à votre PEL, soyons clairs. 140 000 € au moment du dépôt et 25 000 € par an de redevance. Ça coûte cher le .Kevin du 32 quand même. Surtout que des TLD, il y en a pas mal, plus de 600 déjà. Et on a environ 2000 dossiers supplémentaires qui ont été déposés. Ça fait un sacré paquet de pognon tout ça. Pourtant, tout le monde utilise, 10 TLD à tout péter. Le .com, le .org, le .net, celui du pays, et puis basta. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de TLD différents quand on va sur des sites où c'est pas bien d'y aller. Par exemple, le Sci-Hub est accessible sous des TLD exotiques, comme le .is, qui est le TLD d'Islande, le .mn en Mongolie, ou encore le .gq, qui est en Guinée équatoriale. Pour continuer à être accessibles, les sites considérés comme illégaux dans nos pays occidentaux sont gérés par des registres dans des pays où la législation est plus souple. Mais attention, enregistrer son registre dans un pays étranger ne signifie pas que vous allez être hors d'atteinte des autorités locales. C'est juste que la justice pourra difficilement bloquer votre nom de domaine, mais si vous hébergez un site illégal en France, nom de domaine étranger ou non, vous allez avoir des ennuis. Le DNS est donc un système qui, bien qu'à l'origine était conçu pour répartir la charge, a pour conséquence de distribuer la responsabilité. Et on voit avec le principe des serveurs qui font autorité que du système technique émane aussi une forme politique. Politique au sens de la gestion du pouvoir. L'AFNIC, qui est le registre qui gère le .fr, peut recevoir des décisions de justice pour supprimer les noms de domaine en .fr. Mais si on a un site illégal en France, comme par exemple thepiratebay.org, la justice française peut pas faire fermer le nom de domaine. Le .org est géré par une entité aux États-Unis. L'astuce est donc de passer par une technique nommée le DNS menteur. Le résolveur DNS que vous utilisez sur votre ordinateur, précision pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ma chaîne, quand je dis ordinateur, c'est aussi bien le téléphone, la tablette, la Nintendo Switch ou un bon vieux PC fixe, tout ça c'est des ordinateurs. Donc je disais, le résolveur DNS que vous utilisez sur votre ordinateur est fourni par défaut par le fournisseur d'accès Internet. Et l'idée de génie que l'État a eue, c'est d'imposer aux fournisseurs d'accès des restrictions au niveau de leur résolveur. En gros, mon ordinateur demande l'adresse IP de thepiratebay.org ou wikileaks.org au résolveur, ce dernier répond que le site n'existe pas, alors qu'en réalité, il existe. Il est aussi possible de rediriger sur un autre nom de domaine ou une autre adresse IP qui n'a rien à voir. Par exemple, le 17 octobre 2016, à la suite d'une erreur de configuration, le résolveur DNS d'Orange renvoyait les noms de domaine de Google et de Wikipédia sur cette page. Vous avez été redirigé vers cette page du ministère de l'Intérieur, car vous avez tenté de vous connecter à un site dont le contenu incite à des actes de terrorisme ou fait publiquement l'apologie d'actes de terrorisme. Imaginez le nombre d'ados qui se sont fait engueuler par leurs parents quand ils ont vu l'écran de l'ordinateur, ou dans un open space quand t'es parti aux toilettes et que ton navigateur affiche fièrement cette page aux yeux de tes collègues. Et en plus, quand vous êtes renvoyé sur cette page, le ministère de l'Intérieur récupère votre adresse IP publique, pour éventuellement vous identifier dans le futur. C'est cadeau. La technique du DNS menteur n'a pas été utilisée que par décision de justice. C'est tout à fait utilisable comme censure arbitraire ou pour afficher de la pub. Alors attention, je dis pas qu'il ne faut pas fermer certains sites. Il y a clairement des trucs qui méritent pas d'exister, on est d'accord. Mais passer par le résolveur DNS, c'est contre-productif, parce qu'on peut très facilement le contourner. Si vous voulez un résolveur DNS neutre, en effet, c'est pas bien compliqué. C'est juste 2 adresses IP à changer dans vos paramètres réseau.
Je vous conseille d'utiliser 1.1.1.1 ou encore le résolveur de FDN, voire de créer votre propre résolveur si vous êtes chaud. C'est tout à fait possible hein, avec des logiciels libres. Je vous ai mis un lien vers 1.1.1.1 dans la description. Le tuto est en anglais mais c'est assez facile à comprendre, ou sinon en 3 secondes sur un moteur de recherche on trouve en français. Hein. Et bien sûr, si vous avez d'autres résolveurs intéressants, partagez ça dans les commentaires. On évitera juste de mentionner celui de Google Public DNS. L'erreur d'Orange sur ses résolveurs DNS a quand même montré qu'il était finalement assez facile de priver d'internet à peu près la moitié des internautes d'un pays. Orange est de loin le plus gros fournisseur en France. Il y a eu d'autres histoires, hein, comme les États-Unis qui ont fait pression sur les registres pour faire fermer Wikileaks, la volonté de censure, parfois dite qu'à demi-mot par certaines administrations, qui pensent avoir avec le DNS un levier efficace pour contrôler l'accès à Internet, et pas que dans les dictatures. En France, certains envient le savoir-faire chinois en termes de souveraineté numérique. Par exemple, pour le filtrage DNS, que ce soit par une loi ou par des décisions de justice, ça se fait en Italie, en Bulgarie, au Danemark. Je me souviens que dans le rapport Bockel sur la cybersécurité, il y avait un moment une phrase sur la position des autres pays européens qui disait il y a 2 sortes de pays, ceux qui veulent qu'on applique la liberté d'expression et les dictatures. Et ensuite, après ça, il y avait une phrase extrêmement maladroite qui était la position de la France devrait se situer entre les deux. Entre les droits de l'homme et la dictature. Bon, c'était maladroit, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, des pays où il n'y a absolument pas du tout de filtrage dans l'infrastructure, il y en a de moins en moins, et la tendance, c'est clairement à ce que ça se répande. Je vous conseille chaudement cette conférence de Stéphane Bortsmeyer que j'ai mis en description si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de contrôle du DNS par les pays. Du coup, forcément, certains estiment qu'il faudrait laisser tomber le DNS pour passer sur des systèmes plus décentralisés ou basés sur une blockchain pour gérer les noms de domaine. Ah, la fameuse chaîne de blocs. Vous voulez que j'en parle, hein? Eh ben, ça sera pas pour aujourd'hui, on en est déjà à 5 pages de script. Il existe bien entendu des DNS alternatifs comme OpenNIC, Namecoin, qui est basé sur une blockchain, ou GNU-Net. Et bien sûr, on a aussi les réseaux alternatifs chiffrés et distribués comme Tor ou I2P qui ont leur propre système de nom. Mais le souci de ces alternatives, aussi géniales soient-elles, c'est qu'elles se butent à nos habitudes. Qui c'est qui ira utiliser un système alternatif alors que 99,99% de notre trafic se passe sur le système actuel? Le DNS est imposé difficilement, mais désormais on l'utilise massivement. Et pour changer ça, bon courage. Et s'il n'est pas parfait, il a quand même le mérite d'être un minimum réparti. C'est pas Google, quoi. C'est plus d'un point de vue politique, où il faut se battre pour la neutralité et pour la distribution des responsabilités, ce qui empêche un contrôle centralisé et la surveillance de masse. Les soucis dans cette histoire ne viennent pas tant de la technique que de l'organisation de nos sociétés. Le code n'est pas un bâton magique qui permet de créer des systèmes démocratiques ex nihilo. Sur Internet, il y a des humains, et on doit penser les systèmes techniques avec les humains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Jérôme, qui est mon conseiller technique quand je parle de réseau et d'internet. Il m'a déjà beaucoup aidé sur les épisodes sur internet, sur le chiffrement, et donc je le remercie encore une fois pour avoir relu le script et pour avoir corrigé les erreurs et les approximations. Voilà, à une prochaine, salut.